Le 30 avril 1945, alors que les Alliés se rapprochaient de Berlin, Hitler a choisi de mettre fin à sa vie plutôt que d'affronter la capture en ingérant une dose mortelle de cyanure, puis en se tirant une balle. Une semaine plus tard, le 8 mai, le haut commandement allemand s'est rendu sans condition aux Alliés, et la Seconde Guerre mondiale a pris fin en Europe. Mais l'autre guerre, celle qui faisait rage d'est en ouest à travers une vaste étendue de l'océan Pacifique, a continué. Des mois après la reddition de l'Allemagne, des membres des 1e, 2e, 3e, 5e et 6e divisions des US Marine Corps ont continué à se battre sauvagement, d'île en île, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement Iwo Jima et Okinawa, où ils ont fait face à certaines des résistances les plus violentes de toute la campagne du Pacifique. Les défenseurs japonais avaient creusé un réseau de fortifications souterraines, dans l'intention de transformer la guerre en une lutte prolongée. La petite île est devenue un piège mortel, et chaque homme a dû être délogé un par un du terrain volcanique de l'île. Sur Iwo Jima seulement, les forces d'atterrissage américaines ont perdu 6 821 hommes, avec 19 217 autres blessés au combat. Sur Okinawa, les fortes pluies et le terrain accidenté rendaient le déplacement impossible. Malgré l'île dotée d'une défense naturelle, une féroce bataille terrestre, maritime et aérienne s'est déroulée pendant 3 mois, prolongeant ainsi la guerre. Sur les quelques 60 000 soldats et marins qui ont débarqué, 12 000 ont été tués au combat. On estime que 90 000 combattants japonais et 150 000 civils okinawanais sont également morts pendant les combats. Mais même après avoir perdu bien plus de 100 000 soldats eux-mêmes lors des batailles combinées pour Iwo Jima et Okinawa, le Japon n'a montré aucun signe de reddition. Apparemment, ils avaient pleinement l'intention de s'en tenir à leur stratégie globale d'attrition et d'endurance. S'ils pouvaient affaiblir suffisamment les États-Unis, croyaient-ils, en continuant à lancer vague après vague de soldats réquisitionnés contre eux, les dirigeants à Washington n'auraient d'autre choix que de concéder le théâtre du Pacifique à l'empereur et de rentrer chez eux. Mais nous savons tous que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. À ce stade, cela faisait presque 4 ans que Pearl Harbor avait été attaqué, et il semblait certainement que les responsables japonais, ainsi que l'empereur Hirohito lui-même, sous-estimèrent le désir et la détermination ressentis non seulement par le président Harry S. Truman et les Américains, mais aussi par une grande partie du monde, pour mettre fin à la guerre. Il est important de souligner ici également que Truman n'est devenu président que le 12 avril 1945, accédant à la présidence après la mort prématurée de l'ancien président Franklin D. Roosevelt. Cela signifie qu'un mois après le début de la présidence de Truman, beaucoup de choses se sont passées. Hitler était mort. Le nazisme était terminé. L'Europe était libre. Même l'Union soviétique avait lancé une offensive massive contre les positions japonaises en Mandchourie. Et maintenant, après avoir arraché Guadalcanal, Tarawa, Makin, Saipan, Guam et Peleliu des mains des Japonais, les Marines avaient alors finalement atteint les îles les plus proches du continent japonais. Ce qui signifiait que si le président Truman voulait envahir le Japon continental, il était certainement maintenant en position de le faire. Mais jusqu'à présent, les choses se passaient plutôt bien pour le nouveau commandant en chef. On pourrait donc supposer qu'il avait un fort intérêt personnel à maintenir sa série de victoires. Et il n'y avait certainement aucune garantie qu'une invasion terrestre à grande échelle du Japon serait réussie. Au minimum, des millions de vies auraient été perdues. Du moins, c'est ce que lui disaient ses conseillers. Ce qui était absolument clair pour la plupart du monde à ce stade, c'est que l'avancée japonaise avait été repoussée, les Alliés avaient pris l'avantage, et il était temps pour le Japon de se rendre. Mais nous savons tous que cela ne s'est pas passé ainsi. Pas immédiatement, en tout cas. Non, pas avant septembre 1945. Après que les États-Unis aient largué non pas une, mais 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon a-t-il accepté de se rendre sans condition, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale? La nouvelle des bombardements, une fois diffusée, a plongé une grande partie du monde dans une stupeur collective, l'horreur et l'incrédulité. Et l'on peut argumenter que l'utilisation de ces nouvelles armes a changé la notion de guerre mondiale pour toujours. Même les personnes largement responsables de l'invention de la bombe atomique se sont interrogées sur la moralité de ce qu'elles avaient fait. En fait, physicien en chef du projet, le célèbre J. Robert Oppenheimer est tombé dans une profonde dépression après avoir appris la dévastation qui avait résulté des bombardements. « Je sens que j'ai du sang sur les mains », aurait-il dit au président Truman. Ainsi, suite aux bombardements et à l'émergence des États-Unis comme premier État nucléaire, de nombreuses questions ont surgi. Et une question était: pourquoi Tokyo, la capitale japonaise, n'a pas été choisie comme cible? Pourquoi Tokyo a-t-elle été épargnée, alors que Hiroshima et Nagasaki ont été presque totalement anéantis?
La réponse courte est « ce n'était pas le cas ». En fait, Tokyo, avec 68 autres villes japonaises, a peut-être subi un sort encore pire. Un sort pire que d'être bombardé. Pourriez-vous demander? Peut-être avec un peu d'incrédulité. Eh bien, ça dépend de votre perspective. Essentiellement, cela dépend de la manière dont on choisit de mesurer objectivement les horreurs de la guerre, si une telle chose est même possible. La question que nous devrions nous poser serait: est-ce qu'une bombe tuant 100 000 personnes en quelques secondes est pire que des milliers de bombes tuant encore plus de personnes sur une période de plusieurs mois? Est-ce que mourir des mois après à cause d'un empoisonnement par radiation est pire que de mourir des jours ou des semaines plus tard à cause de graves brûlures, d'exposition ou de famine? Le poids d'une tragédie est souvent déterminé par la façon dont elle est mémorisée, mais ce n'est certainement pas une mesure infaillible non plus. Vous voyez, lorsque la guerre s'est terminée, le monde s'est empressé de célébrer ou de diaboliser l'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis. Et en faisant cela, nous avons complètement ignoré ce qui était en réalité la campagne de bombardement la plus meurtrière de l'histoire de la guerre aérienne. Pourquoi Tokyo n'a pas été bombardée? Eh bien, parce qu'à l'été 1945, Tokyo n'existait pratiquement pas. Mais pour comprendre correctement la dévastation totale de Tokyo, il est important de prendre du recul et d'examiner d'autres informations importantes. Tout d'abord, il nous sera plus facile de comprendre la situation dans son ensemble si nous comprenons quel type d'arme a été utilisé sur la capitale du Japon. Ensuite, nous devrions également jeter un coup d'œil à l'homme dont l'idée était de l'utiliser si librement. L'arme dont nous parlons, que les bombardiers américains ont déversée sur Tokyo, ainsi que sur 68 autres villes japonaises, est le napalm. Essentiellement, il s'agit d'une substance semblable à un gel collant à base d'essence. Lorsque le napalm est pulvérisé à partir, disons, d'un lance-flamme, il adhère à tout ce sur quoi il atterrit, créant des incendies qui sont presque impossibles à éteindre. Et lorsqu'il est largué, disons, d'un avion, il éclate généralement en d'énormes tempêtes de feu incontrôlables qui peuvent être particulièrement efficaces pour détruire les structures en bois, ce qui constituait l'essentiel de Tokyo en 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la bombe atomique était encore en cours de développement, un besoin s'est manifesté pour une arme incendiaire plus performante pour les missions de bombardement aérien. Ainsi, les scientifiques aux États-Unis ont été chargés de développer une substance capable de créer des incendies intenses, capable de détruire une gamme de cibles ennemies. Ils ont commencé à expérimenter diverses combinaisons de produits chimiques, et un chimiste organique de Harvard, nommé Julius Fizer, a finalement trouvé une combinaison d'acide naphthénique et d'acide palmitique qui a abouti à ce qui était essentiellement un agent épaississant pour l'essence. C'est ainsi que le monde a créé le napalm. Malgré son utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, cependant, les controverses entourant son utilisation au combat n'atteindraient l'attention du grand public de manière significative qu'au cours de la guerre du Vietnam. En raison d'une couverture télévisée constante, l'indignation provoquée par la guerre au Vietnam, y compris l'utilisation de napalm, s'est répandue à travers le monde. Et en conséquence, un certain nombre d'accords internationaux ont été mis en place pour restreindre son utilisation, en particulier dans les zones peuplées de civils. Le napalm a été utilisé pour la dernière fois en combat durant la guerre du Golfe. Néanmoins, les bombes américaines de l'époque, bien que dénommées napalm, contenaient une version perfectionnée de la substance originelle. Néanmoins, le napalm et d'autres armes incendiaires similaires continuent de faire l'objet de nombreux débats et examens internationaux. Un autre élément contribuant à cette controverse est que la manière la plus efficace de déployer le napalm a toujours été par des techniques de bombardement aérien non précises, ce qui est en soi très controversé. Malgré l'usage accru des bombardements aériens par de nombreuses armées modernes, l'emploi de cette tactique n'a jamais été aisé. En fait, des questions générales concernant la nécessité et la moralité des bombardements aériens à grande échelle ont été posées continuellement depuis leur toute première utilisation en 1937 pendant la guerre civile espagnole. Guernica, en Espagne, a été la première ville à se réveiller sous une pluie de bombes tombant du ciel, un acte perpétré par la Luftwaffe allemande et la Royal Air Force italienne, qui deviendrait un symbole de la cruauté qui pesait lourdement sur ce conflit largement politique. Selon l'histoire courante, le jour du bombardement était un événement populaire où les agriculteurs des environs venaient vendre leurs produits en ville. Ce jour-là, la Luftwaffe savait que la ville serait particulièrement bondée de vendeurs, de clients, d'animaux et de résidents curieux de Guernica. Certains historiens croient, mais cela n'a pas été définitivement prouvé, que les Allemands ont délibérément ciblé la ville ce jour-là afin de causer un maximum de victimes. Pendant de nombreuses années, le nombre de décès signalés a été de plus de 1700, mais ces chiffres ont plus tard été révélés comme ayant été généreusement exagérés par le gouvernement. La plupart des historiens s'accordent maintenant à dire que le nombre de morts était d'environ 200, un événement horrifique quel que soit le point de vue.
surtout compte tenu du fait que très peu des victimes étaient militaires, et que beaucoup de ceux qui ont été tués avaient quitté la sécurité des abris anti-aériens entre les vagues d'attaque, croyant à tort que les bombardements avaient rempli fin. Cependant, le bombardement de Guernica ne se distingue pas seul comme un acte de guerre controversé qui a été presque totalement éclipsé par l'utilisation de la bombe atomique. Environ un mois avant le bombardement atomique de Tokyo, la ville de Dresde, en Allemagne, a également été bombardée sans merci et largement incendiée. Eh bien, cette attaque, menée par les forces alliées britanniques et américaines, s'est déroulée sous forme d'une série de raids destinés à perturber les lignes de transport et de communication allemandes, ainsi qu'à abaisser le moral de la population allemande. Et cela semble avoir été accompli, voire plus. Pendant près de 2 jours, au milieu de février 1945, 800 bombardiers ont largué environ 2700 tonnes d'explosifs et des bombes incendiaires sur Dresde. On estime que 25 000 personnes ont été tuées, principalement des civils, et presque toute la ville a été soit détruite, soit incendiée. Cette atrocité de guerre moins connue n'a attiré l'attention de nombreuses personnes, surtout en Amérique, que lorsque le célèbre romancier américain Kurt Vonnegut a écrit sur le bombardement dans son roman de 1969, Abattoir 5, qui était en partie basé sur ses propres expériences en tant que prisonnier de guerre à cette époque. Vonnegut, un soldat américain, a été capturé par les Allemands lors de la bataille des Ardennes. Il était détenu à Dresde lors du bombardement de la ville. Après le bombardement, toujours en tant que prisonnier de guerre, Vonnegut a été affecté à une équipe de nettoyage où il a eu la tâche de creuser dans les abris anti-bombes et les sous-sols qui avaient été enterrés par les débris. Nous pouvons imaginer le jeune futur auteur finalement entrant dans l'un de ces abris pour y trouver tous les occupants assis sur des chaises ou le long des murs, tous morts par manque du précieux oxygène, qui a été instantanément consumé par la tempête de feu environnante. Ceux qui étaient au courant du bombardement, en particulier les Allemands, étaient outrés, car on pensait que Dresde avait une importance militaire limitée. Pourtant, elle a été presque entièrement rasée. Le bombardement lui-même est resté un événement très controversé, tandis que Abattoir 5, mêlant science-fiction, autobiographie et sentiments anti-guerre, est demeuré un classique apprécié. Vonnegut utilise ses propres expériences traumatisantes pour mettre en lumière les horreurs de la guerre dans ce livre. Le bombardement de Dresde visait à terroriser la population civile allemande et à encourager leur reddition, préfigurant ainsi les sinistres tactiques et horreurs de la campagne de bombardements incendiaires qui ravagerait plus tard le Japon. Pour le haut commandement allemand, cependant, la mort de 25 000 soldats civils et de réfugiés, ainsi que la destruction quasi totale de ce qui était alors considéré comme le cœur culturel et artistique de l'Allemagne, ne suffisait toujours pas à les convaincre de jeter l'éponge. Pas avant 3 mois en tout cas. D'accord, que dire alors de la perte de 100 000 vies? Apparemment non, car comme le monde allait bientôt le découvrir, même la destruction de la moitié de Tokyo n'a pas pu convaincre les dirigeants japonais de capituler. Pas le moins du monde. Attendez une minute. Comment peut-on tuer 100 000 personnes et en blesser des centaines de milliers d'autres lors d'un seul bombardement? Comment 24 km² de l'une des zones urbaines les plus densément peuplées du monde, une superficie à peu près équivalente à la moitié de celle de Manhattan, peuvent-ils être presque entièrement réduits en cendres? Voici comment. Dans la nuit du 9 mars 1945, de 1h30 à 3h005, soit quelques mois avant le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, un essaim de 334 bombardiers lourds B-29A décollait des nouvelles bases aériennes établies dans les îles Mariannes en direction de Tokyo. En l'espace de quelques heures seulement, ils ont largué 1667 tonnes de bombes incendiaires remplies de napalm sur la capitale japonaise. Sous le couvert de l'obscurité, environ 500 000 petites bombes incendiaires M69 se sont abattues sur la ville endormie. Imaginez chaque grappe de petites bombes se dispersant lors de sa descente d'environ 5000 pieds, chacune projetant du liquide enflammé dans toutes les directions à l'impact. Ces raids nocturnes à basse altitude marquaient un changement significatif dans la stratégie utilisée par les groupes de bombardiers de l'armée de l'air américaine. Ils ont cessé de s'appuyer sur les forteresses volantes B-17. Ils n'étaient maintenant plus dépendants des forteresses volantes B-17, le relais, ayant été passé à la superforteresse B-29 de pointe à longue portée. Des centaines de ces dernières étaient prêtes à décoller, stationnées dans les bases aériennes américaines sur Saipan et Tinian, récemment acquises. Et qui, pourrait-on se demander, était derrière ce changement diabolique de tactique? Rencontrer Curtis Emerson, le May, un général de l'US Air Force dont les nombreux surnoms comprenaient le vieux pantalon de fer, le démon, et peut-être le plus approprié, les bombes en avant le May. Le May a rejoint le US Army Air Corps, le précurseur de l'US Air Force,
en 1929. Et au moment où le Japon a attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, LeMay avait atteint le grade de major. En août 1944, il supervisait toutes les opérations de bombardement stratégique dans le théâtre du Pacifique. Au moment de sa promotion, LeMay avait déjà plusieurs préoccupations tactiques et opérationnelles concernant le bombardement aérien conventionnel, à commencer par le fait troublant que l'armada de B-29 volant depuis la Chine n'atteignait leur cible prévue que dans seulement 5% du temps. Il est certainement possible que les bombardiers volaient trop haut et trop vite pour être constamment précis. La combinaison de problèmes mécaniques continus avec le B-29 combiné aux capacités de défense aérienne diurne du Japon avait abouti à un nombre inacceptable d'avions perdus. LeMay a rapidement développé la réputation d'être un stratège du type « bombarde d'abord, pose des questions plus tard ». Et pendant sa carrière ultérieure, il orchestrerait des frappes aériennes contre la Corée du Nord et le Vietnam. Et il faisait partie d'un comité consultatif qui comprenait également le président des chefs d'état-major interarmés et le directeur de la CIA, lequel a présenté au président John F. Kennedy les plans pour une attaque nucléaire préventive contre la Russie pendant la crise des missiles cubains en octobre 1962. Par conséquent, si le travail consistait à bombarder un pays entier jusqu'à sa soumission, LeMay semblait être l'homme idéal pour cela. Et ce, malgré l'appel initial de Franklin D. Roosevelt à l'abstention de la barbarie du bombardement des civils. En 1945, la politique avait clairement changé. L'attitude générale concernant les méthodes de bombardement éthiques a commencé à changer après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Et les États-Unis étaient absolument déterminés à riposter. Les États-Unis sont rapidement entrés en guerre officiellement. Les stratèges militaires ont commencé à dresser une liste de cibles à anéantir. Des bases d'avions aux usines de roulement à billes, tout ce qui pourrait entraver l'effort de guerre japonais. Avec LeMay à la tête de la stratégie de bombardement, un autre changement est survenu lorsqu'il a fallu riposter contre le Japon, non pas dans l'éthique de la guerre aérienne, mais dans l'efficacité des tactiques de bombardement aérien, quel que soit l'objectif visé. LeMay a examiné les nombreux défis associés au bombardement en haute altitude, y compris les méthodes de ciblage imprécises et les conditions imprévisibles du jet stream et de la météo. Il a commencé à apporter des ajustements stratégiques pratiques. Selon la nouvelle stratégie de LeMay, les bombardiers approcheraient à des altitudes plus basses sous le couvert de l'obscurité et en file indienne. Ces nouvelles tactiques remplaceraient la grande attaque multicouche. LeMay a eu l'idée de maximiser la charge utile disponible des B-29, rendant le vol de 7 heures vers Tokyo pour la campagne de bombardement incendiaire infernale, baptisée Opération Meeting House, en dépouillant les avions de tout équipement non essentiel. Certains n'emportaient même pas d'armes défensives ou les artilleurs qui les auraient normalement opérées. Et pour être encore plus sûr que le raid causerait une dévastation maximale, les ingénieurs de l'armée ont préparé des cartes des secteurs les plus inflammables de Tokyo, sachant que les bâtiments en bois de faible hauteur, qui composaient la majeure partie de la ville, brûleraient incroyablement chaud. Les premiers bombardiers à atteindre la cible ont largué des charges similaires avant de faire demi-tour, déclenchant 5 séries de feux de marquage pour que le reste des bombardiers les utilise comme cible visuelle. Dans certaines zones de la ville, les incendies incontrôlables ont atteint des températures de près de 1800 degrés Fahrenheit, soit 1000 degrés Celsius. C'est comparable à la température d'un incendie souterrain typique. C'est la même température que la flamme d'un chalumeau oxyacéthylénique typique. L'aluminium fond à environ 220 degrés Fahrenheit, soit environ 105 degrés Celsius, et l'eau bout à seulement 212 degrés Fahrenheit, soit 100 degrés Celsius. La chaleur était apparemment si intense que des canaux entiers bouillaient, des structures métalliques fondaient, et non seulement des bâtiments, mais aussi des personnes éclataient spontanément en flammes. Des membres d'équipage sur certains des B-29 de retour, alors qu'ils se dirigeaient vers leurs bases respectives à Saipan, Tinian et Guam, ont signalé une lueur rouge provenant de la ville en flammes, à 150 miles de distance, soit 240 km. En effet, un inferno ouvert de flammes et de fumée s'élevait à près de 18 000 pieds dans le ciel, soit 5 500 mètres. Les témoins qui ont vécu l'événement depuis le sol ont rapporté des horreurs inimaginables. Les routes sont devenues des rivières de feu alors que tout brûlait. Les maisons avec tout leur contenu ont disparu derrière des murs de flammes gigantesques. Des animaux couraient en feu. Même les bébés ont été brûlés vifs alors qu'ils étaient attachés au dos de leurs parents en fuite. Si nous avions perdu la guerre, disait le général LeMay, nous aurions tous été poursuivis en tant que criminels de guerre. Il a été salué comme un héros, récompensé par de nombreuses médailles, et plus tard nommé à la tête du commandement aérien stratégique des États-Unis. Ce commandement est chargé de l'organisation, de la formation
et de l'équipement des escadrons de bombardiers stratégiques américains, ainsi que de ses forces de missiles balistiques intercontinentaux. Mais le bombardement de Mars n'était pas la fin pour Tokyo. La capitale japonaise a de nouveau été bombardée au napalm les 14 et 18 avril, puis les 24 et 26 mai, étendant la zone incendiée à 1,5 fois la taille de Manhattan. Donc, bien que ce soit la raison principale pour laquelle Tokyo n'a pas été choisie comme cible pour la bombe atomique, cela n'explique pas pourquoi Nagasaki et Hiroshima ont finalement été choisis. Cela n'explique pas pourquoi l'US Air Force ou des villes comme Kyoto n'ont pas été ciblées par la bombe atomique. Nous révélerons les réponses dans un instant. Mais dans tous les cas, selon les notes officielles de la première réunion du comité des cibles, le groupe de scientifiques civils et de responsables militaires chargés de sélectionner les cibles prévues, Tokyo était maintenant pratiquement entièrement bombardé et incendié, et était pratiquement en ruine, avec seulement les terrains du palais restant debout. La procédure existante de l'US Air Force était de bombarder Tokyo de manière intensive. Les notes de réunion, un document auparavant top secret, daté du 27 avril 1945, ont indiqué de manière cryptique « C'est pourquoi il n'a pas été choisi pour la bombe. Il restait peu à bombarder. » Étant donné que la 20e force aérienne détruisait systématiquement autant de villes japonaises qu'elle le pouvait et avait l'intention de larguer 100 000 tonnes supplémentaires de bombes d'ici la fin de 1945, le comité des cibles, selon les notes de cette première réunion, était véritablement préoccupé par le fait qu'il ne resterait plus de cibles viables pour montrer la formidable puissance de leur nouvelle bombe. Au total, les États-Unis ont bombardé 69 villes japonaises, au cours desquelles un certain nombre d'autres grandes villes, telles qu'Osaka et Nagoya, ont été fortement détruites. De nombreuses petites villes comme Fukuyama, Takashima et surtout Toyama, dont 99% ont été réduites en cendres, ont été pratiquement effacées de la carte par les charges larguées par des centaines de B-29. Le comité des cibles a finalement dû demander poliment à la 20e force aérienne de se calmer afin qu'il puisse rester quelque chose pour eux. En fait, selon leurs notes, l'une des principales raisons pour lesquelles le comité a donné la priorité à Hiroshima était parce que c'était la plus grande cible intacte. La taille de Hiroshima, ainsi que le potentiel de sa destruction concentrée en raison de sa frontière montagneuse, ont également été pris en compte. Mais ce n'étaient pas les seuls facteurs qui ont conduit à la sélection de Hiroshima et Nagasaki comme cible. Prenez la ville de Kyoto par exemple. Cette zone industrielle urbaine, avec une population d'environ 1 million à l'époque, a été sérieusement envisagée comme une cible potentielle, et elle était en fait en tête de la liste du comité des cibles après leur nouvelle réunion, les 10 et 11 mai, Satikatalit. En raison de l'industrie qu'elle soutenait et de la composition générale de sa population, le comité des cibles pensait que Kyoto regroupait des intellectuels japonais, ce qui les a amenés à penser que les citoyens de Kyoto seraient généralement plus intelligents et seraient donc en mesure de comprendre plus fermement la signification de la puissance atomique. Kyoto était également devenue une destination de relocalisation pour de nombreuses personnes et industries déplacées par la destruction qui avait eu lieu dans d'autres villes. Et tout cela, ils le considéraient comme un avantage clair en termes d'impact psychologique. Dès le début, il était consensus au sein du comité des cibles que les facteurs psychologiques étaient très importants à prendre en compte lors du processus de sélection de la cible. Les deux principaux aspects de cet élément du processus étaient 1. Comment obtenir le plus grand effet psychologique contre le Japon, et 2. Comment rendre la première utilisation de la bombe atomique spectaculaire. Pour atteindre ces objectifs, le comité cible a mis l'accent sur ce qu'ils ont commencé à appeler le gadget, qui a été démontré de manière appropriée lors de sa première mise en œuvre. Ils avaient essentiellement besoin que la première utilisation de la bombe atomique, 1. Elle devait fonctionner comme prévu, et 2. Elle devait inciter la peur chez les Japonais. En plus de son importance culturelle et psychologique, Kyoto était également fortement considéré comme une cible car c'était un important nœud ferroviaire entre Osaka et Tokyo et contenait plusieurs grandes usines qui produisaient, entre autres, des munitions militaires et des pièces d'avion. Elle contenait également de nombreuses usines en temps de paix qui avaient été converties pour soutenir la guerre, ainsi qu'une nouvelle usine de moteurs d'avion, la deuxième plus grande usine de ce type au Japon, capable de produire près de 400 moteurs par mois. En fait, le comité des cibles a pris Kyoto suffisamment au sérieux pour créer une carte montrant la ville avec un cercle de 2,4 km de diamètre, soit environ 1,5 miles, dessiné autour d'un point central qui était le dépôt de locomotives des gares, principalement le centre de maintenance pour les locomotives de la région. À ce stade, les choses ne s'annonçaient pas bien pour Kyoto. Après la deuxième réunion du comité des cibles, leur liste classait Kyoto en numéro 1, Hiroshima en numéro 2, Yokohama en numéro 3, et Kokura en numéro 4. Puis, le 15 mai, moins d'une semaine après la dernière réunion du comité des cibles, une demande officielle a été adressée à l'US Air Force, demandant que Hiroshima, Kyoto et Niigata
soit Kenwa toutes placées sur une liste de zones réservées qui ne seraient pas bombardées jusqu'à l'oubli, afin qu'elles puissent être préservées comme cible pour les bombes. Vous vous demandez sûrement pourquoi Kyoto, bien que cible de choix, n'a finalement pas été sélectionnée. Kyoto, bien que considérée comme une cible pratique, restera largement intacte, épargnée des bombardements incendiaires sérieux et de l'option atomique. Mais pas pour la raison envisagée. Pas pour des raisons logistiques. Non pas en raison d'un désavantage physique ou stratégique, mais à la demande du secrétaire à la guerre des États-Unis, le général Henry L. Stimson, grand admirateur du patrimoine historique et culturel de Kyoto. Stimson voyait en elle, célèbre pour ses temples, sanctuaires et architecture traditionnelle, un trésor culturel. Et en tant que chef en ce qui concerne ces sujets, personne ne pourrait contester Stimson, sauf peut-être le président. Et Stimson a rendu ce point clair lors d'une réunion le 30 mai avec le général Leslie Groves, le chef du département de la police de Manhattan. Ils s'étaient rencontrés pour discuter des options de cible finale, et Stimson avait clairement dit à Groves qu'il ne voulait pas que Kyoto soit transformé en un tas de décombres radioactifs. Il s'est avéré que Stimson avait été gouverneur général des Philippines à la fin des années 1920 et avait visité Kyoto, dont il était tombé amoureux. On murmurait aussi qu'il y était allé pour sa lune de miel. Stimson était également parfaitement informé de ce qui se passait partout au Japon et était généralement sceptique quant aux tactiques de bombardement indiscriminées utilisées si librement par l'Air Force. Une semaine après sa rencontre avec Groves pour garantir la sécurité de Kyoto, Stimson a exprimé ses inquiétudes à Truman. Le message de Stimson au président comportait deux arguments principaux pour épargner Kyoto et potentiellement réviser leur stratégie de bombardement dans son ensemble. Premièrement, il craignait que les États-Unis ne se forgent une réputation d'être à égalité avec Hitler en ce qui concerne les atrocités de guerre. Deuxièmement, il craignait qu'avant que l'option nucléaire ne soit prête à être utilisée, l'Air Force ait mené une campagne de bombardement si dévastatrice que la puissance destructrice de leur nouvelle arme ne serait pas si importante. Apparemment, le président Truman a ri, mais a dit qu'il comprenait. Avec ses sentiments personnels, éthiques et professionnels sur la situation désormais claire pour Groves et le président Truman, Stimson avait encore une carte à jouer et a exprimé une autre préoccupation plus politiquement orientée. Stimson craignait que si les États-Unis détruisaient inutilement ce trésor historique et culturel, la possibilité d'une relation diplomatique avec le Japon pendant la longue période d'après-guerre à venir serait perdue. Ce serait dans leur propre intérêt, Stimson le soulignerait au président Truman, d'avoir le Japon de leur côté, au cas où ils entreraient en conflit avec la Russie sur qui devrait maintenir le contrôle de la Mandchourie, une région montagneuse de valeur stratégique significative qui relie la Chine et la Russie. Au final, que la décision d'épargner Kyoto ait été principalement politique, personnelle ou autre, cela a été considéré par la plupart comme une bonne chose. Après la Seconde Guerre mondiale, Kyoto a préservé une majorité de son patrimoine culturel, dont ses temples et structures historiques, qui se trouvent encore parmi de nombreux monuments culturels et historiques, contrairement à d'autres villes japonaises qui ont dû être reconstruites après leur destruction. Cependant, la liste des cibles du comité incluait plus que simplement Kyoto, Hiroshima et Nagasaki. Après la première réunion du comité, la liste comprenait également la baie de Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kiri, Yawada, Kokura, Shimosenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka et Sasebo. Ils ont aussi souligné que toutes les cibles déjà détruites sur la liste, qui étaient nombreuses, devraient être retirées. Dans son journal personnel, le président Truman se rassurait en disant qu'il avait dit au général Stimson de ne viser que des objectifs militaires, pas des femmes et des enfants, et qu'un avertissement serait émis avant de larguer la bombe atomique. Aucun de ces deux événements ne s'est produit. Malgré l'opinion personnelle de Truman sur les Japonais, qui était en grande partie ignorante et haineuse, en tant que leader du monde libre, il a conclu qu'il ne pouvait pas utiliser cette nouvelle et terrible bombe sur l'ancienne capitale du Japon, Kyoto, ou sa nouvelle, Tokyo. Il semble avoir été unanimement décidé dès le départ que Hiroshima serait la première cible. Avec une population d'environ 318 000 habitants, Hiroshima avait un centre urbain dense, qui abritait un certain nombre d'usines militaires. Elle était également un important carrefour de transport, utilisé régulièrement par l'armée japonaise. Une bombe larguée près du centre-ville, conclut le comité cible, détruirait la majorité des capacités industrielles d'Hiroshima, démontrerait le véritable potentiel de la bombe et espérait effrayer la population japonaise pour qu'elle se soumette. Après une analyse minutieuse des conditions météo et des cartes géographiques de la région, Hiroshima a été choisi comme cible principale. Lors de réunions ultérieures, Kokura, alors un carrefour crucial pour la production d'équipements militaires, de fusils, d'artillerie et de munitions, a été sélectionné comme cible pour la deuxième bombe. Toutefois, le 9 août, à cause de la visibilité réduite par une épaisse couverture nuageuse, un changement de dernière minute a conduit le bombardier vers sa cible secondaire, Nagasaki.
Malgré l'appréhension exprimée par Truman et Stimson à l'idée de bombarder des civils, les notes du comité cible indiquaient clairement que l'on devrait tenir compte des grandes zones urbaines d'au moins 3 miles de diamètre existant dans les zones les plus peuplées. La décision finale, mais également contradictoire du comité, était que seuls de petits objectifs militaires devraient être visés, mais ils devraient être dans une zone bien plus vaste. Juste au cas où les bombardiers manqueraient leur cible, ils ne voulaient pas que l'une ou l'autre bombe soit gaspillée. Lors de ces réunions, ils ont également discuté de ce qui se passerait si le gadget ne se libérait pas, ou si l'avion était trop endommagé pour effectuer le largage. Si possible, ils ont conclu que le pilote retournerait à la base et atterrirait aussi prudemment que possible. Mais si un atterrissage sûr ne semblait pas possible, le pilote devrait probablement larguer la bombe à basse altitude dans les eaux peu profondes à proximité. Eh bien, c'était le cas pour Fat Man, la bombe larguée sur Nagasaki. Quand il s'agissait de Little Boy, la moins puissante des deux bombes, le scénario de retour à la base était considérablement plus compliqué, étant donné qu'une fuite d'eau dans le boîtier de la bombe entraînerait probablement une réaction nucléaire. Les membres du comité ont noté que des tests devraient être effectués sur les bombes actives et inactives. Cependant, alors que toutes ces décisions similaires étaient prises, le président Truman et ses conseillers travaillaient également sur une décision beaucoup plus importante, à savoir si l'option atomique, devenue disponible, allait réellement être utilisée. Comme le voyait la direction à Washington, l'option nucléaire n'était pas la seule option. Pour mettre réellement fin à cette guerre, ils avaient 4 méthodes. Option 1, ils pourraient continuer leur campagne de bombardement barbare jusqu'à ce qu'il ne reste plus de villes à brûler au Japon. Mais ils étaient déjà là depuis des mois, et l'empereur n'avait toujours pas bougé. Alors, l'idée de continuer comme d'habitude et d'attendre un résultat différent ne semblait pas raisonnable. Il est évident qu'on ne peut pas incendier une ville déjà largement détruite. Option 2. L'invasion du Japon n'était pas une priorité pour quiconque, mais elle commençait à sembler quelque peu inévitable, à moins qu'il n'y ait un changement significatif dans la mentalité des dirigeants japonais. Les batailles pour Iwo Jima et Okinawa, 2 îles du Pacifique sous contrôle japonais, ont été une expérience révélatrice. Les forces ennemies avaient constamment choisi de se battre jusqu'au dernier homme plutôt que de céder, un scénario que Truman craignait grandement allait se répéter d'un bout à l'autre du continent japonais. Des documents découverts au Japon, après la guerre, ont révélé un plan de résistance en temps où chaque homme, femme et enfant, soldats et civils, s'unirait pour combattre jusqu'au bout contre les forces alliées envahissantes. Avant tout, le président Truman voulait sauver autant de vies américaines que possible. C'est son empathie pour les femmes et les enfants japonais qui a influencé sa décision d'employer la bombe atomique plutôt qu'une invasion à grande échelle. Finalement, l'achèvement de la bombe atomique ajouterait 2 autres options aux Alliés. Il pourrait continuer le bombardement incendiaire, il pourrait envahir le Japon, ou comme 3e option, Washington envisageait maintenant la possibilité d'une démonstration comme alternative à l'utilisation immédiate de la bombe contre le Japon pour simplement montrer le potentiel de puissance de la bombe. Les scientifiques et les responsables militaires travaillant sur le projet Manhattan, qui avaient conçu le test Trinity, pourraient hypothétiquement développer un autre test conçu pour montrer les capacités de la bombe et espérer pousser la direction japonaise à se rendre. Mais cette idée a rencontré de nombreux défis. Au départ, il y avait une incertitude sur le choix du témoin de la détonation et aussi si la démonstration serait effectivement convaincante. Il y avait également des inquiétudes que la démonstration se retourne contre eux et que la bombe ne détonne pas du tout, entraînant un fiasco embarrassant qui ne ferait qu'encourager le Japon à intensifier leur résistance. Et étant donné qu'un seul dispositif nucléaire avait été détoné avec succès à ce stade, la peur de l'échec était très réelle. La production limitée et le rythme lent de fabrication des bombes atomiques posaient également problème. À l'époque, seules 2 bombes avaient été produites, ce qui signifie que si l'une d'elles ne détonnait pas, il n'en resterait qu'une pour forcer la capitulation du Japon. La majorité des conseillers militaires de Truman étaient contre une démonstration, doutant de son efficacité pour forcer une capitulation totale. Ils affirmaient qu'une simple démonstration technique ne suffirait pas. Seul l'usage direct des bombes permettrait l'accomplissement de la tâche. Si l'on considère les choses sous cet angle, on pourrait penser que le processus décisionnel de Truman était voué à l'échec. C'était long et difficile. Cependant, peu de preuves concrètes, hormis les pensées contradictoires dans son journal, ont été découvertes pour le corroborer. Beaucoup d'historiens ont en réalité écarté l'idée que Truman ou Roosevelt aient vraiment douté de l'usage de la bombe atomique pour mettre fin à la guerre. Les discussions animées à Washington se concentraient sur l'utilisation des bombes, notamment quand et où, plutôt que sur leur utilisation ou non. Les notes du comité des cibles révèlent que leur temps était surtout dédié à répondre aux questions concernant l'optimisation de l'utilisation de la bombe atomique, comme si la décision d'utilisation avait déjà été prise. En fin de compte, comme nous le savons tous, ils ont choisi la 4e option.
Les 6 et 9 août 1945, 2 bombes atomiques ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, tuant entre 110 000 et 210 000 personnes. On n'avait jamais vu une telle dévastation causée par un seul dispositif, et le monde a été collectivement choqué. La bombe atomique, Little Boy, larguée sur Hiroshima, est descendue en parachute et a explosé à environ 2000 pieds au-dessus de la ville. Contenant environ 140 livres d'uranium surchargé, elle a explosé avec une force équivalente à 15 000 tonnes de TNT et a dévasté tout dans un rayon de 5 miles carrés. Environ 70 000 à 135 000 personnes ont été tuées dans l'explosion, beaucoup instantanément, tandis que des dizaines de milliers d'autres sont mortes plus tard de leurs blessures ou de l'exposition aux radiations. Fat Man, qui a explosé à Nagasaki, visait une explosion de 22 kilotonnes, mais la destruction a été moins grave que celle d'Hiroshima, la topographie montagneuse de Nagasaki ayant réduit l'effet de la bombe. Néanmoins, entre 60 000 et 80 000 personnes ont été tuées. Mais ces événements horrifiques ont été décrits, débattus et commémorés depuis qu'ils se sont produits. Techniquement, l'attaque au napalm sur Tokyo était plus mortelle. Pourquoi l'opération Meeting House et les autres campagnes de bombardement qui ont ravagé le Japon pendant des mois jusqu'en août 1945 ne sont-elles pas fortement gravées dans la mémoire mondiale? La réponse la plus simple? Le bombardement incendiaire n'est pas aussi spectaculaire. Une campagne constante augmentant progressivement les morts est éclipsée par la force cataclysmique d'une seule bombe. Contrairement à Hiroshima et Nagasaki, il n'y a pas de musée financé par l'État dans la capitale du Japon pour commémorer officiellement l'incendie de Tokyo. Depuis, aucun musée financé par l'État n'a vu le jour au Japon. Le bombardement de Dresde, ayant marqué notre histoire, suscite un débat public majeur, surtout sur la moralité et la guerre. Même ainsi, la mention de Tokyo, Dresde ou Guernica, en Espagne, ne rappelle pas immédiatement les dévastations qu'ils ont subies. Leur mention ne nous fait pas frissonner de la même manière que les noms d'Hiroshima et Nagasaki le font depuis plus de 3/4 de siècle. Et le nom de Malte, le pays insulaire situé approximativement au centre de la mer. Méditerranée? À 90 km, soit 50 miles, au sud de l'Italie, du fait de sa proximité de l'Afrique du Nord, elle avait une importance stratégique pour l'Axe et les Alliés au début de la Seconde Guerre mondiale. De 1940 à 1942, les Marines et forces aériennes allemandes et italiennes ont lutté contre la Royal Navy britannique, la Royal Air Force et le peuple maltais pour le contrôle de l'île. Pendant cette période, la capitale densément peuplée de La Valette et son port adjacent, mesurant à peine plus d'1 000 carrés, soit un peu moins de 2 km² au total, ont été soumis à la campagne de bombardement la plus soutenue et concentrée de l'histoire. Lorsque leurs tentatives de bombarder et d'affamer l'opposition pour la forcer à se rendre n'ont pas fonctionné, la force combinée italienne et allemande s'est contentée de détruire l'infrastructure de l'île si complètement qu'elle n'aurait plus aucune utilité militaire. Finalement, les Alliés et le peuple maltais ont remporté la victoire, mais cela a eu un coût élevé. Dans ce conflit de 2 ans et demi, les Alliés ont subi la perte de 716 avions, un cuirassé, 2 porte-avions, 4 croiseurs, 19 destroyers, 4000 soldats. Dans ce conflit de 2 ans et demi, les Alliés ont subi la perte de 716 avions, un cuirassé, 2 porte-avions, 4 croiseurs, 19 destroyers, 38 sous-marins et environ 2300 aviateurs ont été tués ou blessés, alors que 1300 civils maltais ont été tués, des milliers d'autres ont été blessés et 30 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. Ce qui s'est passé à Malte, au Japon, à Dresde, à Guernica et dans de nombreux autres endroits nous a montré que les bombardements aériens à grande échelle ne finiront pas par démoraliser un ennemi au point de le faire capituler. L'avis de nombreux experts semble avoir évolué. Si vous bombardez sans relâche un peuple et ses villes, ils ne se rendront pas aussi simplement. Face à ce genre d'attaque indéfendable, ils ont tendance à devenir plus rigides et déterminés dans leur opposition. Mais qu'en pensez-vous? Le bombardement aérien est-il efficace dans la guerre moderne? Pourquoi le bombardement de Tokyo n'est-il pas plus marquant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Découvrez le plan de survie du jour du jugement dernier du gouvernement américain ou la simulation de guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN.